La présentation du podcast est faite en collaboration avec le studio Espace Audio de la Bibliothèque multiculturelle de Laval. Pour plus d'informations, allez au www.bibliothèque.laval.ca. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, bienvenue à une autre émission du LDM Podcast, la discussion média. Aujourd'hui, j'ai avec moi comme invité Michelangelo Arcamone, astrologue psycho-spirituel. J'avoue que c'est un titre qui a vraiment piqué ma curiosité. Bonjour Marc Aristide et merci pour l'invitation. Juste d'entrée de jeu, c'est Michelangelo. Oh, Michelangelo, pardon. J'ai d'origine italienne, immigrant de deuxième génération. Mes parents viennent de l'Italie, donc juste le préciser. Psychospirituel, qu'est-ce qui t'intrigue dans cette appellation-là? Qu'est-ce qui a attiré ton attention? En fait, c'est la combinaison des mots astrologue, psycho-spirituel. Parce que pour moi, d'habitude, il y a soit astrologue, soit psychologue, psychoéducateur, puis spirituel, on pourrait penser à quelqu'un qui pratique la spiritualité à part entière. C'est la première fois que j'entends ça. OK, écoute, c'est bon parce que ça va peut-être clarifier certaines choses. L'astrologie pure et dure, c'est l'étude de la corrélation des mouvements planétaires et des événements qui se produisent sur Terre. Donc, c'est une étude, donc c'est quelque chose c'est une observation de ce qui se passe dans le ciel, le mouvement des planètes, où elles se situent par rapport à la position de la personne qui observe et les événements qui se produisent. Donc, l'astrologie, elle est millénaire au niveau de son histoire. Elle est née dans la Mésopotamie. Ça remonte à comme je dis, des millénaires, avant même les grandes religions qui se sont créées à travers le temps. Donc, elle a perduré. Je pense que c'est important de comprendre qu'elle a perduré. C'est quelque chose qui suit l'évolution de l'être humain depuis sa naissance. Et les astrologues, au départ, étaient des astronomes. Donc, il y avait cette fusion entre... C'était les premiers... on dit que l'astrologie, c'est la mère des sciences. L'étude de la motion des planètes était nécessaire pour notre survie. Cette semaine, nous avons vécu une éclipse solaire totale. Ouais. Tout le monde à Montréal qui ont pu l'observer ont aussi vécu qu'est-ce que ça représentait au niveau physique, physiologique, l'expérience de vivre cette totalité de noirceur. Imagine à une époque où il n'y avait absolument pas de lumière, qu'il n'y avait pas artificielle ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça pouvait être à cette époque-là de savoir prédire quand il y allait avoir une éclipse pour l'être humain. Donc, c'était un outil de navigation, ça servait au développement de l'agriculture parce qu'on se sert encore de la position du soleil et de la lune pour savoir quand est-ce qu'on va semer des graines. Et cette connaissance-là vient de ce côté très pratico-pratique de l'astrologie. Avec l'évolution de l'être humain, l'astrologie s'est développée. On est venu à s'intéresser à est-ce qu'il y a une corrélation entre la motion des planètes et le développement d'un être humain? Est-ce qu'on est capable de dire avec la position des planètes, qu'est-ce que la personne va vivre dans sa vie? Alors qu'au départ, on était plus dans comment on peut survivre en ayant cette connaissance. Maintenant, il y a un développement. Et c'était surtout servi pour des personnes qui étaient des rois, parce que la longévité de la vie d'un roi
la vie d'un royaume en dépendait. Donc, c'était des gens quand même en haute position qui bénéficiaient de cette connaissance, alors que maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé. Maintenant, on parle beaucoup de la carte du ciel natale pour savoir ben, qu'est-ce que la personne peut devenir. euh, et, mais c'est quelque chose de très récent dans l'évolution de l'astrologie. Donc, au sens pur et dur, c'est une étude, c'est sérieux, c'est une observation, on calcule où sont les planètes. Euh, dans l'Antiquité, c'était plus important de savoir où elles étaient situées que le signe astrologique. Aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur le signe astrologique, qui est une bande d'étoiles qui circulent la Terre. Dans le fond, on projette dans le dôme céleste cette bande d'étoiles et les planètes qui bougent sont comme en arrière-fond. Donc, on les voit à travers cette bande zodiacale. Donc, quand on dit je suis bélier, en fait, ça veut dire que la position du Soleil se trouvait derrière cette bande zodiacale, la partie de la bande zodiacale qui représente le signe du bélier. On a projeté sur la, si tu veux, la toile céleste, on a imaginé qu'il y avait comme un emblème qui ressemble aux cornes d'un bélier, par exemple. Et à ça, on a attribué certaines propriétés en observant qu'est-ce qui se passe quand le Soleil se trouve dans cette position-là et les événements qui se produisent sur Terre. Donc, c'est des observations de siècles d'observations qui nous a permis d'obtenir un certain corpus de savoir, mais ce n'est pas de la science pure. La science, c'est on sait où se trouvent les planètes, c'est de l'astronomie pure et dure, donc un astrologue va devoir étudier des éléments d'astronomie, et quand on étudie l'astrologie, parce que ce n'est pas un don, ce n'est pas de la voyance, c'est pas de la médiumnité, c'est vraiment une étude, on apprend à dessiner à la main où se trouvent les planètes avec des éphémérides et avec une table de logarithmes. Donc, il faut être mathématicien aussi. Et d'ailleurs, il y a eu un essor de l'astrologie à un moment donné dans les pays arabes parce que au niveau en Europe, par exemple, c'était disparu parce qu'il y a eu un schisme à un moment donné quand on a découvert que la Terre, en fait, tournait autour du Soleil, non pas le Soleil autour de la Terre. Là, il y a eu comme une grosse crise parce que c'était la religion qui dictait ces choses-là. Puis à un moment donné, on a, il y a eu comme une période d'obscurité, mais ça s'est poursuivi dans les pays arabes et ils ont développé beaucoup de calculs mathématiques. Et donc, l'astrologie, en fait, est une combinaison de savoirs qui viennent de différentes cultures, différentes civilisations. C'est fascinant parce qu'en fait, quand on commence ce parcours, on prend une vie à apprendre des choses par rapport à l'astrologie, on n'en finit jamais. C'est véritablement une vocation. Et même si un programme de base en astrologie dure 3 ou 4 ans, on passe notre vie à en apprendre. Donc, pourquoi le psycho? Le psycho, c'est parce que je vois la carte du ciel non pas comme étant une représentation visuelle des positions planétaires à un moment fixe, en l'occurrence la naissance de quelqu'un, je la vois comme une map de la psyché de la personne. Comment la personne est structurée au niveau de son âme. Le caractère spirituel, c'est que on essaie de comprendre les forces, les faiblesses, les qualités de la personne, les schémas potentiels comportementaux, en positif comme en négatif. Donc, on est dans le domaine de la psychologie et la dimension spirituelle, c'est la connexion que nous, on a comme être humain avec quelque chose qui est plus grand que nous. La spiritualité, c'est pas la religion, c'est vraiment ce sentiment, que tout le monde vit à un moment donné. Je suis persuadé que certaines personnes qui ont vu l'éclipse ont vécu une expérience spirituelle d'unité avec quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et c'est ça qu'on appelle et dans ma pratique, dans le fond, je combine cette dimension-là parce que la réalisation que nous sommes à la fois des êtres conscients, mais qu'en même temps, on est aussi une expression de quelque chose qui est plus grand que nous,
ça nous ouvre à notre dimension spirituelle aussi. Et les qualités que l'on retrouve attribuées à différents signes, différentes planètes, ça nous ouvre aussi à des qualités transpersonnelles. Par exemple, le bélier, une personne qui est née avec le soleil en bélier, il est appelé à développer la qualité du courage. Donc, le courage, c'est une qualité qui est spirituelle. Et ce n'est pas juste le caractère qu'on attribue à une personne qui a le soleil en bélier, quelqu'un qui est fonceur, quelqu'un qui n'a pas peur des défis, quelqu'un qui... En réalité, la personne est appelée à prendre conscience de qui elle est en osant faire des choses, en allant dans son propre chemin, en ayant le courage de s'affirmer. Donc, à ce moment-là, elle devient un symbole, elle devient une source de motivation pour les autres, elle devient un leader pour les autres. Donc, elle est appelée à être quelque chose, mais elle doit développer la qualité transpersonnelle qui est le courage. Et ça ne veut pas dire que tous les béliers vont le réaliser, personne qui naît avec le soleil en bélier, mais c'est quelque chose qui est en potentiel. Donc, ce qu'on voit, c'est le potentiel de quelqu'un, et on voit aussi les conflits aussi qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, parce on s'imagine qu'on est une personne unifiée, c'est-à-dire que nos pensées, nos émotions, notre imaginaire, nos désirs, tout ça, c'est unifié. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous un amas de contradictions. Et plus les contradictions sont puissantes dans notre structure psychique, plus notre vie va en être le reflet. Et à un moment donné, une consultation en astrologie peut être une ouverture sur comment on peut changer ça, comment on peut dépasser quelque chose qui nous est donné à la naissance. Il y a quelque chose de très profond de savoir que je suis l'expression d'énergies qui sont cosmiques, tout en réalisant que j'ai aussi un certain libre arbitre. Donc, il y a quelque chose de très puissant avec ça. Et c'est ça la dimension transpersonnelle, la dimension spirituelle, c'est que les astres, leurs mouvements bougent un peu comme si je fais un pas en avant et les planètes font un pas aussi en avant comme un miroir. Donc, quand quelqu'un se trouve dans une impasse dans sa vie, un astrologue peut voir à travers le ciel quelle en serait la cause, quelles sont les parties de lui-même qui causent cette impasse. Et avec ce dialogue, on peut amener une conscience, on peut élargir la conscience de la personne et elle peut changer son comportement. Et c'est là que le conditionnement se transforme. C'est pas mal intéressant, surtout la partie sur le signe bélier, parce que moi je suis bélier justement, donc d'entendre ça, c'est... Bizarre que j'ai donné ça comme exemple là, mais ça ne me surprend pas parce que j'ai tendance, parce que je suis né sous le signe de la balance, d'attirer mon opposé, mon complément qui est le bélier. Ça faisait comme une drôle de révélation. Mais moi, ça m'a toujours fasciné, ce côté-là de lire, étudier l'alignement des planètes. Bon, je viens plus de milieu religieux, puis c'est très tabou de parler de ce genre de pratiques-là. J'ai un peu de misère à comprendre pourquoi. Pourtant, il y a tellement de choses à apprendre. Donc, d'avoir cette conversation-là aujourd'hui, pour moi, ça enlève une barrière que j'avais en grandissant. Puis je trouve que c'est bon d'en apprendre davantage sur le sujet. Mais tu sais, c'est drôle parce que le tabou, bon, j'imagine, tu dis, tu es d'un milieu religieux, j'imaginais que c'est de source chrétienne, Ouais. catholique, Ben, protestant, mais de source chrétienne dans le fond. Ce qui est très étonnant et assez révélateur, c'est que dans la Bible et dans le Nouveau Testament, il y a tellement de références à l'astrologie, et c'est caché en symbole parce que c'était une connaissance qui était répandue à l'époque de Jésus. Donc, et d'ailleurs, on oublie que ce sont des astrologues qui sont allés à Bethléem parce qu'ils ont vu quelque chose dans le ciel, donc un signe dans le ciel qu'il y a quelque chose qui se passe.
L'astrologie est là partout. Et à un moment donné, c'est sûr que cette connaissance-là a été gardée à certaines personnes initiées. Aujourd'hui, il y a un renouveau, un regain d'intérêt pour l'astrologie parce qu'avec l'avènement de l'Internet, la connaissance se répand. Les milléniaux maintenant, ils font pratiquement rien sans consulter un astrologue. C'est rendu même peut-être un peu extrême parce qu'on peut très bien vivre sa vie sans même savoir où sont les positions des planètes et bien la réussir. Dans le fond, euh, la question, c'est qu'est-ce que ça nous donne de plus? C'est que ça rehausse notre vécu en comprenant que nous sommes plus que qu'est-ce qu'on croit que l'on est. Euh, à un niveau euh, énergétique, nous sommes composés de toutes ces énergies qui sont cosmiques. Et on n'est pas séparés du cosmos, on fait partie du cosmos. Donc, ça élargit la conscience d'une personne. L'exemple que je te citais au tout début, avant qu'on commence l'enregistrement, c'est qu'aujourd'hui, dans le ciel, la Lune se trouve dans le signe du Gémeaux. À ma naissance, la Lune était dans le signe du Gémeaux. Alors, il y a comme quelque chose qui est dans le ciel qui vient me rappeler, c'est une bonne journée aujourd'hui pour faire cet enregistrement parce que ton besoin inné, ma Lune, de communiquer, de partager de l'information, le signe du Gémeaux, est mis en évidence. Il y a une empathie entre ce qui se passe dans le ciel et qu'est-ce qui se passe dans ma vie ici sur Terre. Donc, je suis en harmonie, mais le ciel reflète simplement ce que je vis. À une certaine époque, on avait l'impression, parce qu'on n'avait pas, au niveau de notre conscience, notre compréhension de la mécanique céleste, on avait l'impression que les planètes nous influençaient. Aujourd'hui, on a d'autres connaissances. Il y a certains astrologues qui croient encore qu'effectivement les planètes nous influencent dans certains pays, dans certaines traditions astrologiques, parce que l'astrologie est vaste. Elle a autant de branches que la médecine. Un astrologue, très peu de personnes posent la question quand ils rencontrent un astrologue, ben, de quelle branche es-tu? Quel type d'astrologie pratiques-tu? Parce qu'il y a l'astrologie tropicale, c'est-à-dire une astrologie qui est utilisée plus davantage dans les pays occidentaux, où on utilise, comme je te disais au début, la bande zodiacale pour suivre le mouvement des planètes, mais il y en a d'autres qui vont utiliser, comme c'est dans la tradition védique, les hindous, ils vont utiliser plutôt le zodiaque sidéral, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt utiliser où sont réellement les constellations parce que à cause de l'inclinaison de la Terre depuis des millénaires, il n'y a plus d'adéquation entre le moment où le Soleil traverse le signe du Bélier au moment du printemps et la réalité aujourd'hui. Il y a comme un déphasement. Maintenant, ça coïncide plus avec le signe du poisson. Mais même entre les astrologues védiques ou les autres qui pratiquent l'astrologie sidérale, ils ne s'entendent pas pour on commence où la constellation. Est-ce que c'est ici, là ou là? Mais en utilisant le zodiaque tropical, il y a une certaine symbolique derrière ça, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme au niveau de l'astrologie. Il y a la mécanique céleste qui est une évidence scientifique, mais il y a beaucoup de symbolisme. Et comment on vient à voir qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? C'est à travers l'observation. Mais c'est jamais de la science parfaite parce que, étant donné que c'est du symbolisme, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. C'est pourquoi quand une personne se présente pour une consultation, j'ai besoin de renseignements, j'ai besoin de savoir quel est ton niveau d'éducation, quel est ton milieu psychosocial, quelles étaient les croyances de ta famille. Parce que tout ça va jouer sur comment tu vas pouvoir te servir des outils que le ciel t'a donnés à ta naissance. Euh, donc, c'est pas de la médiumité, c'est pas de la voyance, c'est pas, t'as pas besoin d'un don pour être astrologue. Il te faut la passion pour le mouvement des planètes, pour l'être humain, parce que c'est une science, bon, officiellement, ils considèrent ça une pseudo-science, mais c'est un art, dans le fond, qui est profondément humain, parce qu'il faut être très curieux sur la condition humaine pour être astrologue,
Mais dans les branches de l'astrologie, il y a aussi l'astrologie mondiale, les cycles planétaires et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'histoire. Euh, il y a aussi l'astrologie médicale. Par exemple, le bélier, le signe du bélier, euh, la partie du corps qui est généralement en empathie avec le bélier, c'est la tête. Donc, souvent, les béliers ont beaucoup de migraines pour X raisons. Ouais, c'est pas faux, ça. Je me reconnais un peu là-dedans. Hein. Tu vois? Ouais. Et la planète associée au signe du bélier, c'est la planète Mars. Donc, Mars, c'est une planète d'action. Les béliers, c'est des gens qui sont généralement parmi les signes de feu. C'est un signe de feu. C'est des gens plutôt réalistes, concrets, sont dans l'action. Euh, Tandis que si on bouge vers le signe du lion, qui est un autre signe de feu, là, on rentre dans une dimension qui est plus introvertie, plus canalisée comme énergie. Et ensuite, on se ramasse au Sagittaire où c'est diffusé. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie du Sagittaire, on a souvent des prédicateurs qui sont sous le signe du Sagittaire, des professeurs, parce ils répandent le feu, l'enthousiasme. Donc, le bélier initie quelque chose, le lion consolide et le Sagittaire transmet. Donc, on est dans l'énergie de l'esprit. Donc, pour un bélier, le 5 à 7, la routine, euh, c'est très difficile. Ils ont besoin de se sentir vivants. Les sports de compétition, l'esprit de compétition, tout ça, c'est relié. Et comment on fait pour savoir que c'est comme ça? Ben, en fait, il faut communiquer avec quelqu'un, comme là, tu viens de me dire, oui, je me reconnais dans... Mais il n'y a pas que le soleil dans ta carte du ciel, il y a la lune aussi. La lune qui correspond à qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien émotivement. Le soleil, c'est qu'est-ce que tu as besoin pour te réaliser, pour prendre conscience que tu n'es pas comme n'importe qui d'autre. Il y a quelque chose, une contribution spéciale, unique que tu as à apporter dans ce monde. Et l'autre ingrédient en astrologie, c'est comment on divise le ciel. On subdivise le ciel en 12 maisons, en 12 espaces de vie. Et là où sont concentrées les planètes, ça va nous dire cet espace, ce thème de vie va devenir important pour cette personne, en positif ou en négatif. Mais cet aspect euh, de la sphère de vie d'une personne va être mis en relief. Le soleil, là où se trouve le soleil, c'est le lieu de ta réalisation, de ta vocation. Là où se trouve la lune, c'est là où tu vas trouver ta sécurité émotionnelle. Là, on va attribuer Vénus, c'est là où tu vas trouver l'amour. C'est là où tu vas trouver quelque chose la beauté, la joie de vivre. Là où on trouve Mars, c'est là où tu vas mettre ton énergie. C'est là où tu vas vivre tes combats. C'est là où tu vas avoir à te prouver. Euh, là où on trouve Jupiter, c'est qu'est-ce qui va donner un sens. Jupiter, c'est la planète, la plus grosse planète de notre système solaire. Elle a plein de satellites. C'est ton besoin de croissance. C'est comment tu crois, comment tu grandis. Et c'est aussi ce qui est à la base de ta foi. Donc, tu peux être né dans une certaine religion, mais toi, tu as aussi tes convictions. Et Jupiter représente les convictions qui sont propres à toi et pas à ta famille ou au milieu socio-culturel dans lequel tu es né. Donc, découvrir qu'est-ce qui fait sens pour soi, c'est la quête de Jupiter et ton besoin de croissance. Saturne, c'est ton travail dans cette vie. C'est sur quoi il faut que c'est là où tu vas bâtir tes assises. C'est ton besoin d'encadrement. On ne peut pas éternellement croître. On sait que tout le monde, à un moment donné, on arrête de grandir. Alors, il y a des enfants, à un moment donné, pouf, ils arrêtent à 5 pieds 6, puis il y en a d'autres qui montent jusqu'à 6 pieds, 7 pieds. À un moment donné, on arrête. Et Saturne représente ça, cet équilibre entre croissance, mais aussi stabilité, structure. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui lui dise stop, fais pas ça. En psychologie, on l'appelle le surmoi. Freud l'appelait le surmoi. La partie à l'intérieur qui vient dire hey, non, fais pas ça, tu vas te faire punir.
Mais d'où viennent les punitions, les tabous, les limites? Ben ça vient d'une société à l'autre, c'est différent. Ce qui est acceptable en Chine ne l'est pas forcément au Canada ou ailleurs. Donc, c'est beaucoup, euh, euh, Saturne a beaucoup aussi rapport avec entre nous et les lois. Alors, quand tu sors dans la rue puis tu as un stop, ça, c'est Saturne dans sa forme cristallisée dans le monde extérieur. Mais ton Mars, lui, il voudrait pas avoir un stop. Il va toujours vouloir foncer, avancer, il voudrait pas. Donc, si par exemple dans ta carte du ciel, tu as Saturne en lien avec ton Mars, il faut que tu trouves une façon de conformer aux lois, mais tu pourrais avoir une tension entre je voudrais foncer, mais une partie de moi me dit stop, arrête. Donc, on va pouvoir dire à cette personne, ben, tu as la capacité de concentrer ton énergie pour atteindre tes objectifs une étape à la fois. Tu as la patience qu'il faut pour réaliser tes objectifs. Mais si ces deux aspects de ta personnalité sont en dissonance, tu vas avoir tendance à courir, arrêter, courir, arrêter, courir, arrêter, jusqu'à temps que tu arrives à trouver une façon de travailler tous les deux en, en harmonie. Savoir quand agir, quand arrêter. Donc, là, on est dans la dimension psychologique, on n'est plus dans le prédictif, mais on pourrait dire tout de suite, en regardant euh, ces deux énergies-là, on pourrait déjà prédire que tu vas avoir tantôt euh, des succès, puis tantôt des arrêts abrupts. Et la personne qui reçoit ça va dire ah, comment tu fais pour savoir ça? Alors, dans ton caractère, on voit déjà ton devenir. Mais on peut aussi te dire, tu peux aussi transformer ça. La seule petite base que j'avais par rapport à l'astrologie, c'est ce que je lisais dans les journaux. Dans le temps que je prenais les transports en commun, j'aimais souvent lire mon signe astrologique pour voir. Des fois, je trouvais que c'était quand même réaliste, ça faisait du sens. Des fois, je sais pas, je comprenais pas trop ce qui était écrit, mais j'ai jamais cherché au-delà de ce que je cherchais dans les signes astrologiques. Puis c'est intéressant de savoir qu'on peut quand même combiner astrologie, psychologie, spiritualité ensemble. Et là, j'ai vu vous avez complété une formation comme coach de vie en psychosynthèse. Oui, en psychosynthèse. Oui, parce que tu vois, ce qui arrive, Marc-Aristide, c'est l'astrologie ou même le tarot, par exemple, ça t'amène à une prise de conscience. Ça peut t'amener à une prise de conscience. Mais si quelqu'un, par exemple, a un schéma comportemental X, disons par exemple un schéma répétitif au niveau relationnel. Par exemple, une personne vient me voir. Elle vient me dire, OK, j'aimerais savoir, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est une question très commune. Euh, une femme sur deux me pose toujours la question, je suis encore célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On peut voir dans sa carte du ciel la force d'attractivité de la personne, qu'est-ce qui pourrait être un blocage au niveau relationnel, mais c'est pas ça qui va faire que la personne va changer son attitude face aux relations. Donc, être un coach de psychosynthèse, ça m'amène à aider la personne à aller au-delà de ses blocages. Donc, le coaching de psychosynthèse, c'est un modèle de coaching qui est inspiré dans le fond, d'une approche psychologique qui, dont le fondateur, c'est Roberto Assagioli. Ça fait 100 ans presque que ça existe. Euh, Roberto Assagioli était en fait un psychiatre. C'était le psychiatre qui a introduit la psychanalyse en Italie, mais très vite, il s'est séparé de Freud parce qu'il voyait dans le modèle psychanalytique de Freud euh, une dimension contraignante, parce que Freud se concentrait beaucoup sur, on va le dire en bon québécois, les bébites des personnes. Qu'est-ce qui allait pas chez les personnes? Qu'est-ce que les personnes cachaient dans leur inconscient en négatif, en trauma,
en pensées limitantes et ainsi de suite. Mais ce que Roberto Assagioli s'est rendu compte, c'est qu'il y a aussi la dimension spirituelle. Il y a aussi des qualités que les personnes ont besoin d'incarner pour naviguer à travers la vie. Je vais donner un exemple concret parce que les mots, ça peut être un peu limitant. Une dame est venue me voir avec en tête une consultation au niveau du tarot pour essayer de comprendre un peu euh, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Et dans le tarot, qui devient comme un miroir, on pouvait voir qu'elle n'était pas bien dans sa peau et elle n'était pas bien dans sa maison. Elle n'était pas bien. Une de ses questions, c'était est-ce que je suis en train de devenir folle, mais il me semble que j'ai une présence dans ma maison. Souvent, les gens viennent me voir quand ils sont en train de vivre une ouverture vers d'autres dimensions d'existence, comme euh, des présences spirituelles, d'esprit, et cherchent une confirmation. Dans son cas à elle, ce qui se passait, en fait, c'est qu'il y avait un deuil d'une personne qui était décédée dans sa vie, dans sa vie qui n'avait pas été complètement effectué. Et le fait qu'elle n'avait pas complètement fait son deuil faisait en sorte qu'elle elle avait un blocage. En plus d'avoir ce blocage au niveau de ce deuil de cette personne dans sa vie, le Tao révélait qu'il se passerait des choses dans la même thématique dans les jours et les semaines à venir. Donc, il y avait quelque chose qui se prolongeait dans sa vie et la source de son mal-être remontait à des événements de son enfance. Et à travers une séance de coaching, on s'est rendu compte qu'elle se disait une personne de compassion, une personne qui acceptait ce qu'on lui avait fait dans son enfance. Elle se voyait qu'une personne complètement bonne. Mais à travers la séance de coaching, ce qu'on a découvert, ce qu'elle a découvert, parce que le coaching, ce n'est pas de la thérapie, en fait, c'est amener la personne à trouver les réponses qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle-même. Elle a réalisé que dans le fond, elle avait une partie d'elle-même qui était rancunière. Cette partie était cachée à l'intérieur d'elle-même et c'est cette prise de conscience qui libérait de l'énergie pour l'amener ensuite à une autre étape qui était de accepter cette partie d'elle-même qui ne cadrait pas avec une image qu'elle avait d'elle-même. Parce que à travers le coaching psychospirituel, à travers certaines techniques, on amène les personnes à élargir leur champ de conscience. Et ici, ce qu'il lui fallait, c'était de la compassion envers elle-même pour parvenir aussi à pardonner ceux qui lui ont fait du mal, pour ensuite équilibrer sa psyché et venir à dire, ben oui, j'ai une partie de moi-même qui peut être rancunière et je suis aussi une bonne personne. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se cache des parties de nous-mêmes qui ne font pas notre affaire parce que elles sont difficiles à accepter. Donc, donc le coaching m'amène, le tarot vient me dire, oui, il y a un blocage. L'astrologie peut me donner une idée de, OK, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle-même entre, disons, une partie, disons, solaire, disons, beaucoup d'air, beaucoup de signes, beaucoup de planètes dans des signes d'air, intellectuels, rationnels, peut-être aussi beaucoup de planètes dans des signes de feu où la personne se voit comme une héroïne forte, puissante. Il peut y avoir une autre partie d'elle-même qui est plus émotive, sensible, qui s'attache aux choses du passé. Et donc, amener toutes ces parties d'elle-même à s'intégrer, à s'harmoniser, c'est le travail en coaching de psychosynthèse parce que ce qu'elle cherchait, c'était la paix intérieure. C'était ça sa véritable quête. Donc, le coaching, c'est aider quelqu'un à cheminer, aller vers l'avant, vers un objectif quelconque. Ça peut être la perte de poids, ça peut être je veux réaliser une entreprise, mais je procrastine tout le temps, je ne sais pas comment faire. Ça pourrait être, comme dans le cas de cette dame,
retrouver la paix intérieure et aller trouver la source de ce qui l'empêche d'arriver à l'atteinte de cet état d'être, de bien-être. Et dans ce cas-ci, c'était très éloquent parce que cette dame avait tout dans la vie. Elle avait, au niveau matériel, elle avait atteint un certain niveau de confort matériel, mais complètement misérable au niveau psychologique et spirituel, parce qu'elle était incapable d'aller chercher ces qualités transpersonnelles dont elle avait besoin pour profiter de ce qu'elle avait acquise dans sa vie. Donc, le coaching de psychosynthèse, c'est carrément ça. C'est pas juste waouh, 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 t'es capable, fonce, je t'amène vers ton objectif. C'est aussi d'amener la personne à aller chercher des dimensions de son être qui peut l'amener à rehausser sa qualité de vie. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est cette formation, dans le fond, qui m'amène à. Par exemple, je peux prédire à quelqu'un. Prédire, c'est un gros mot parce qu'en astrologie, c'est plus de la prévision, mais dire. euh, qu'est-ce Quelle est la valeur de dire à quelqu'un, oui, je vois le potentiel de rencontre de quelqu'un, mais si elle s'auto-sabote, elle a des parties d'elle-même qui s'auto-sabotent, même si tu vois un prince charmant dans les 6 prochains mois, puis qu'elle ne fait rien pour pouvoir attirer cette personne dans sa vie parce qu'elle a des pensées limitantes, elle se croit trop grosse ou pas assez éduquée, pas assez intéressante, tout ce qui se passe dans sa tête, ça ne donnera rien. Ça ne donne absolument rien. Donc, c'est d'amener la personne à aller vers ce qui est son potentiel, qui est plus important et qui lui donne un certain pouvoir, qui l'investit de son pouvoir. Souvent, les gens qui consultent des voyants ou des astrologues, c'est un peu comme de l'opium. Ils vont chercher de l'espoir, puis ils retournent pour de l'espoir, mais ils font rien pour avancer et améliorer leur sort. Ça devient comme une béquille. Euh, c'est pas dans mon expérience et surtout pas comment moi je travaille, c'est pas dans ce sens-là. Je veux pas juste donner de l'espoir à quelqu'un. Je veux aussi aider la personne à se prendre en main et cheminer vers son potentiel. Donc, l'astrologie est un miroir. On peut voir que la personne peut avoir tendance à s'auto-juger sévèrement. Mais comment on l'amène à changer cette façon de penser, de se voir, pour éviter qu'elle se sabote continuellement? Donc, le schéma de sabotage ou d'auto-sabotage peut être confirmé par l'astrologie, peut être confirmé par le tarot, mais comment on amène la personne à changer ça pour que dans 7 ans, on ne revit pas le même cycle? Parce que l'astrologie, c'est aussi basé sur les cycles planétaires. Je vais te donner un autre exemple. Une dame est venue me voir parce que elle était en instance de séparation, elle était en fait elle voyait un thérapeute de couple et elle voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer avec son mari. Et là, en regardant sa carte du ciel, j'étais un peu étonné que ça se produisait parce que le ciel semblait plutôt indiquer un potentiel de découverte de l'amour ou quelque chose comme ça. Et je lui ai demandé, il y a 12 ans de ça, cette planète qui est présentement dans une position importante par rapport à ta carte du ciel natale, était dans la même position. Qu'est-ce qui se passait il y a 12 ans dans ta vie? Ah, elle était comme saisie. Elle me dit, ben, c'est là que je me suis divorcée pour la première fois. Alors, tu t'arrêtes et tu te dis, oh, il y a une leçon qui n'a pas été apprise et qui revient maintenant avec ce cycle-là de cette planète. Donc, ça veut dire que si elle n'apprend pas quelque chose dans 12 ans, le même schéma va revenir. Donc, ce qui m'encourageait, c'est qu'elle était en thérapie avec son conjoint, mais ce qui me décourageait, c'est qu'elle ne semblait pas avoir encore compris que, attends une seconde, là, tu revis quelque chose, donc il y a quelque chose que tu dois apprendre. Si tu ne l'apprends pas, tu ne changeras pas ton comportement, tu vas répéter le même schéma. Ouais.
J'aimerais savoir comment, ben, en fait, pour retourner sur les différentes pratiques qui existent, d'après vous, par rapport à la clairvoyance, l'astrologie, la numérologie, la taurologie, et cartomancie, pourquoi il y a des gens qui, c'est pas généralisé, mais il y en a qui démonisent ça un peu, qui essaient de décourager les gens d'explorer ces pratiques-là. Bon, pour moi, personnellement, bon, c'est ça, c'est surtout le milieu religieux qui dit non, 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 t'es comme tes croyances, la façon de mener ta vie, ça devrait être principalement centré sur la Bible, puis c'est ça, les enseignements de l'Église. Mais je me suis toujours demandé pourquoi c'est quelque chose qu'on essaie toujours de glisser en dessous du tapis. Moi, je pense qu'il y a du bon à tirer dans ces différentes choses. En fait, si tu regardes dans la Bible, il y a tellement de références par exemple, Joseph qui fait un rêve onirique prémonitoire. Tu as beaucoup d'exemples de clairvoyance ou de prémonition dans la Bible. Pourtant, pourquoi on empêcherait quelqu'un? Pourquoi? Parce que dans le fond, ça enlève, ça place l'individu au centre de sa vie et indépendant d'une autorité extérieure. Et si on comprend très bien l'astrologie, c'est que ça nous remet vraiment à qui nous sommes, nous, fondamentalement, en tant qu'individus. Un exemple de ça, un jeune homme est venu me voir récemment parce que, bon, sa question, les gens arrivent toujours avec une question, mais c'est pas véritablement ce qu'ils cherchent. Ça commence avec ah, je voudrais savoir est-ce que je devrais retourner avec mon ex ou est-ce que c'est fini? Au milieu de la rencontre, ce qu'on découvre, c'est non, en fait, son problème, c'est que dans ses croyances, la croyance de la famille, c'est la mère qui doit choisir ses partenaires. Ah. Or, les choix que sa mère fait ne correspondent pas à ses valeurs et à ses besoins à lui. Alors, il y a une ouverture, il commence à prendre conscience qu'il serait lui-même mieux positionné pour faire un choix que de le laisser à sa mère qui choisit en fonction de ses besoins, parce que sa croyance religieuse, c'est que c'est les parents qui choisissent. Il y a une émergence de qui il est fondamentalement en tant qu'individu. Ça craque, il y a quelque chose qui craque, commence à réaliser, attends, si je continue de cette façon-là, me ramasser toujours avec des femmes qui ne correspondent pas à mes besoins, juste pour suivre l'autorité. C'est très intéressant. J'aime la réponse parce que je, je sens que je me prive de quelque chose parce que j'ai toujours suivi une ligne, euh, une ligne directrice. Euh, J'étais curieux, vous, avant d'avoir eu ce parcours-là, est-ce que vous étiez religieux plus jeune? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! J'étais j'étais un enfant, j'ai servi la messe au début de la vingtaine. J'étais très, 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 très dans pratiquant catholique, dans le fond. Euh, mais mon cheminement, mon parcours m'a m'a, m'a amené à questionner. J'ai eu ma première crise de foi, je dirais, à l'âge de 12 ans. Quand je me suis rendu compte que entre ce qui était enseigné et ce qui était effectuellement fait, il y avait un gros écart. J'étais très conscient de beaucoup de choses très jeune, mais mon besoin de plaire, euh, d'être en harmonie avec mon entourage, m'empêchait de suivre mes propres convictions. Il a fallu que que je me découvre, même au niveau de ma sexualité, que je découvre que je suis différent à ce niveau-là. C'est une série de prises de conscience sur comment j'étais différent
qui m'a amené à un moment donné à me dire, ben, comment je peux faire semblant d'être quelque chose que je ne suis pas? Comment je peux être bien avec mon environnement si je ne suis pas bien avec moi-même? C'est un acte de courage que d'arriver à dire, bon, ben, si on m'aime, on va me suivre. Si on m'aime pas, ben, tant pis, mais je vais au moins être intègre, authentique. L'astrologie est arrivée dans ma vie quand même assez tardivement, parce qu'une bonne partie des astrologues débutent très jeunes. Euh, ils viennent d'un milieu qui sont déjà ouverts à ça. Donc, moi, c'est arrivé à un moment où je quittais l'université. Je me frappais à plusieurs murs. Je m'essayais de trouver un boulot et j'arrivais pas à trouver un boulot. Et à un moment donné, je suis tombé sur une astrologue qui était à la télévision et à un moment donné, sur un coup de tête, je me suis dit, ben, s'il n'y a pas une explication logique à pourquoi je ne trouve pas de job, ben, il doit y avoir une autre explication pour ça. Et, et euh, elle m'avait complètement surpris parce que elle disait des choses lors de la consultation assez étonnantes. À mon avis, présentement, avec le recul et mon expérience, je ne peux pas dire qu'elle était une astrologue, je pense qu'elle était plus une médium. Parce que les choses qu'elle m'a dites allaient au-delà de qu'est-ce qu'on peut voir dans une carte du ciel. Par contre, c'est elle qui m'a dit, ah, l'astrologie ne sera plus un secret pour toi. Tu vas être l'invisible va devenir visible pour toi. Puis je me rappelle à l'époque, mon côté rationnel était plus développé que mon côté intuitif, même s'il était là depuis mon enfance. Mais à cause des convictions et ainsi de suite, j'allais pas vers ce côté-là de moi-même à cause d'événements qui sont produits à un moment donné avec ma propre mère. Parce que souvent, un astrologue peut aussi avoir des dons de clairvoyance. Souvent, le clairvoyant passe par l'astrologie pour ensuite développer son intuition. Mais tu peux rester juste à un niveau de l'astrologie toute ta vie et ne pas développer de voyance ou de clairvoyance. Souvent, tu peux avoir de nombreux euh, talents, si tu veux, euh, mais euh, ce qui a été définitif, c'était cette rencontre avec cette femme parce que elle m'a dit, ben, tu as ce potentiel, mais j'ai pas sauté du jour au lendemain en me disant, attends une minute, moi, astrologue, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de sens. Je veux savoir si je vais me trouver du boulot. Je suis venu ici pour ça. Tu me dis, l'astrologie, qu'est-ce que c'est ça? À l'époque, j'avais 26 ans. Puis je me disais, ben non, c'est quoi c'est ça? Ben, quand même, pendant 2 ans, je me suis enfermé dans le garage de mon père. J'ai appris à tracer des cartes du ciel, la carte du ciel de mon père, de ma mère, de tous ceux de mon entourage. J'ai commencé à euh, comme autodidacte dans le fond. Et au bout de 2 ans, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose, c'était pas parfait, mais il y avait quelque chose vraiment euh, de puissant derrière ça. Et je me suis investi dans un cours à ce moment-là, et plusieurs cours en fait, parce que j'ai appris l'astrologie plusieurs fois. Puis comme je le disais au début, il y a plusieurs branches de l'astrologie aussi. L'astrologie psychologique, c'est quelque chose de récent dans l'évolution de l'astrologie. Il y a l'astrologie traditionnelle, il y a l'astrologie médiévale, l'astrologie médicale, l'astrologie mondiale, bah, il y a même maintenant une branche de l'astrologie qui n'utilise même pas les planètes, qui utilise uniquement les positions, les coordonnées entre des planètes et avec des points fictifs. C'est quand même fou comment l'imagination de l'être humain peut se servir d'ingrédients de base pour recréer des recettes complètement différentes en utilisant les mêmes ingrédients. Et moi, ce qui m'a beaucoup attiré, c'était l'astrologie psychologique parce que pour moi, ce qui était important, c'est de comprendre pourquoi je fais certains choix, pourquoi j'agis d'une certaine façon, pour mieux comprendre, me comprendre, mais aussi comprendre les gens autour de moi. Pourquoi je perçois ma mère de cette façon, mon père de cette façon. On voit les héritages aussi ancestraux à travers l'astrologie. On peut voir
la lignée matriarcale, qu'est-ce que les femmes ont vécu du côté de la mère, on peut voir ce que les hommes ont vécu du côté du père, et souvent, on hérite de ces schémas comportementaux et nous avons une certaine responsabilité de mieux les utiliser que nos ancêtres. Là, je vais vous lire, vous en avez parlé un peu au début, une définition de l'astrologie que j'ai lue sur Internet qui dit que l'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Elle est considérée comme une pseudoscience relevant du charlatanisme, une croyance indûment présentée comme scientifique ou comme une superstition. Elle se place par sa méthode même en dehors du domaine rationnel ou scientifique. Qu'est-ce que vous... Ça, c'est selon Wikipédia. C'est beaucoup plus long, mais j'ai pris une partie... En fait, l'astrologie se situe, je dirais, à la contrée entre la science, l'art, la psychologie. C'est un amalgame de tout ça. C'est pas une croyance, parce qu'une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur rien. C'est juste de l'intuition. C'est pas observable. L'astrologie, quand même, c'est observable parce qu'on part des positions des planètes, la luminosité des planètes, par exemple. Comment on a attribué à Vénus les propriétés de beauté, de l'art, de la séduction? C'est parce que quand on l'observait, sa beauté, on avait un sentiment de beauté. Donc, on tire des propriétés des planètes, on extrapole des caractéristiques. Avec l'avènement de la psychanalyse et surtout à travers Carl Jung, qui était le psychanalyste qui est quand même très, très connu, quand on parle de l'introverti, de l'extraverti, ça vient de Carl Jung. Carl Jung avait étudié beaucoup l'astrologie et il disait que l'astrologie était la somme, la totalité de tout ce que l'être humain avait compris de lui-même à travers des siècles. On avait projeté collectivement toutes nos préoccupations, tous nos besoins psychologiques à travers le symbolisme qu'on a attribué au mouvement des planètes, à leur position et ainsi de suite. Et à travers la synchronicité, il y a une empathie entre qu'est-ce qu'on perçoit et qu'est-ce qu'on vit. Et c'est difficile pour la science de pouvoir aller sur le terrain de l'astrologie parce que la science, elle est factuelle. Par contre, la science, depuis qu'elle a découvert toutes les particules subatomiques durant les années 40, elle chemine vers les connaissances que nos ancêtres savaient du monde invisible. Parce que la science sait que ce que l'on voit, c'est même pas la réalité, c'est une infime partie de la réalité. Tout est en fait espace et invisibilité. Au niveau des particules subatomiques, c'est juste de l'espace. Donc, quand on parle de la réalité de l'invisible, ce que je vois de toi, c'est même pas une fraction de qui tu es. Il y a des dimensions de toi-même qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est de ça dont on parle quand on parle de la vie, de l'esprit, de l'âme. C'est cette dimension de toi-même qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, les astres, c'est de l'énergie, tu es de l'énergie. Ce qui se passe présentement à Haïti, même si je suis ici physiquement, je le ressens au point de vue moléculaire. Il n'y a aucune distance au niveau énergétique. Notre cerveau crée cette distance, mais en termes énergétiques, ça n'existe pas. Et la science le sait. La science le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance? Qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance? Donc, ce qu'on utilisait dans un certain vocabulaire plutôt imagé, on le sait d'un point de vue scientifique,
mais la science ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, vous avez parlé un peu du temps depuis que ça existe, l'astrologie. Bon, le site de l'UNESCO dit que ça pourrait dater de même jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord? Ben, en fait, c'est le berceau de l'astrologie, comme je le disais au départ, c'est en Mésopotamie, le berceau de l'humanité. Donc, dès que l'être humain a commencé à prendre conscience de son qu'il existe dans le fond et de sa relation avec l'observation des astres, l'astrologie, elle est née à ce moment-là. Dès qu'on a pris conscience de cet environnement céleste, et dans chaque grande civilisation, il y a toujours eu une forme d'astrologie. Les Mayas avaient leur calendrier, euh, en Afrique aussi. Les divinités étaient différentes, mais elles se ressemblaient aussi beaucoup. Euh, donc, partout à travers le monde, il y a eu une conception de l'astrologie. Les Chinois en Asie, par exemple, ils ont de l'astrologie chinoise. Les éléments sont différents, mais ça existe là aussi. Donc, ça a toujours existé d'essayer de trouver un rapport entre ce qui se passe concrètement pour essayer de savoir un peu vers où on s'en va. L'être humain est profondément... Nous sommes anxieux. Notre survie dépend de notre savoir et notre capacité de contrôler les éléments. Si on n'a pas cette capacité-là, dans le règne animal, on ne pourrait pas survivre. On sait qu'on est comme espèce, on dépend de nos parents pendant quand même dans notre cheminement, quand même longtemps, là. Mais dans la nature, tu ne vois pas ça. Tu ne le vois pas. Les oiseaux, une mère va pousser son enfant très rapidement pour qu'il vole. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On retient. Les mères retiennent les enfants. Il y a quelque chose dans l'espèce humaine qui est vraiment particulière. Et l'astrologie répond à une partie de cette angoisse existentielle, comme la religion aussi. On a besoin de comprendre qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, vers où nous allons. Il y a une dimension philosophique aussi derrière l'astrologie, autant que spirituelle et psychologique. L'astrologie est utilisée pour savoir quand quand se marier, quand partir une entreprise. Pourquoi on a besoin de savoir que c'est quand le bon moment? C'est quoi le besoin? À quoi ça répond? C'est parce qu'on ne veut pas saboter. On ne veut pas se planter. On ne veut pas se tromper. L'être humain veut vivre comme il était au-dessus de les lois naturelles. Pourtant, tu peux ne rien savoir de l'astrologie et comme je le disais au tout début, il y a une empathie dans le ciel pour dire, ben, aujourd'hui, on fait ce podcast et je suis en harmonie avec ma carte du ciel. Et en plus, je collabore avec quelqu'un qui est un bélier et j'avais aucune idée de ça. Et pourtant, c'est que ce qu'on va dire souvent, la balance va bien collaborer avec son opposé, son complément. Et la plupart de mes collaborateurs et collaboratrices sont de signe du bélier. Et il y a une espèce d'équilibrage entre l'action, l'affirmation du bélier et la balance qui est dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la collaboration. Donc, il y a une empathie naturelle. Ça se fait sans même qu'on le sache. Il y a un élément que vous avez cité qui a piqué ma curiosité par rapport à l'astrologie médicale. Est-ce que c'est quelque chose de répandu? Il y a des médecins qui, avant de prendre des décisions importantes sur leur intervention, ils consultent. Non, en fait, l'astrologie médicale, c'est à titre uniquement. Il y a peut-être des médecins qui le font, puis on ne le sait pas, mais ce n'est pas une pratique que je dirais répandue. C'est surtout à titre de complément d'information, mais on ne peut pas se baser sur l'astrologie médicale pour faire un diagnostic ou un pronostic. Par contre, ce que j'observe,
c'est il y a certaines choses qui sont, comment je pourrais dire? Il y a des éléments je dirais pas véridiques, mais qui sont, qui peuvent parfois surprendre. Ben, je veux pas faire peur au monde, mais euh, on vient de vivre une éclipse lunaire totale, une éclipse solaire totale lundi. Euh, dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, si quelqu'un était né sous une éclipse solaire, c'était pas vu de bon présage. Parce que le soleil, c'est ce qui nous donne la vie. La lune, c'est l'astre du sommeil. Donc, imagine si tu as l'astre du sommeil par-dessus l'astre qui donne la vie, qui te met en motion, en mouvement durant le jour, ça ne pouvait pas prédire quelque chose de bien pour la vie de cette personne-là. Maintenant, on sait que ça peut forcément ce symbolisme-là, mais c'était mal vu. Comment on fait pour savoir si ça a vraiment un gros impact, une éclipse solaire? Ben, quand tu l'étudies sur papier, ils vont dire que c'est une nouvelle lune qui est à la puissance maximale. Ça a des répercussions. Le secteur de vie où se trouve l'éclipse par rapport à ta carte du ciel, ce secteur-là va devenir très important dans les mois qui viennent. Euh, euh, mais c'est en l'observant qu'on peut vraiment voir s'il y a un impact. Quand ma mère a découvert son cancer, il y a X années, une série d'éclipses s'était produite, éclipses solaires, qui mettaient en relief les trois parties principales importantes de la carte du ciel, le Soleil, la Lune et son ascendant. Et euh, même si j'avais dit à ma mère, à l'époque, j'étais très naïf, je venais d'apprendre l'astrologie, j'étais un peu, je disais, bah, tu sais, c'est quand même important s'il se passe quelque chose si tu ressens quelque chose ou quoi que ce soit, va consulter. Je, puis la réaction de ma mère, c'était plutôt, bah, quoi, tu m'annonces ma mort, Elle, je dis, non, ça veut pas dire ça, mais la lune représentait dans l'Antiquité le corps. Et le soleil, c'est qu'est-ce qui est dans le contenant, dans le fond. Parce que la Lune, c'est le vecteur de la lumière du soleil. Donc, c'était vu comme l'enveloppe, puis le soleil, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe, qu'est-ce qui alimente, dans le fond, la vie. Donc, si quelque chose touche la Lune, ça touche nos émotions, ça touche notre corps. Donc, naïvement, j'avais dit à ma mère, l'éclipse tombe sur ta Lune est dans un secteur particulier de ta carte du ciel. S'il se passe quelque chose, s'il te plaît, va consulter. Ou n'attends pas. Ben, ma mère ne m'a pas écouté. Et elle a commencé à avoir des symptômes. Et ça, c'était dû à son caractère. À son caractère. Et elle a attendu trop longtemps. Donc souvent, on utilise l'astrologie pour éviter des choses. Mais ce qu'on ne peut pas éviter, c'est la psychologie de la personne. La personne a quand même un choix. Elle est libre. Et et j'étais estomaqué parce que je ne pouvais pas comprendre qu'avec les symptômes et ainsi de suite, elle n'avait pas été consultée. Quelque chose qui aurait pu aujourd'hui être évité à cause de sa négligence, de sa relation avec son corps. Aujourd'hui, elle n'est plus avec nous. Mais ce qui était fascinant, mais à l'époque, je ne pouvais pas dire que c'était fascinant parce que j'étais dans mon deuil et avec le recul, j'ai pu voir que les éclipses solaires ont touché des points sensibles de sa carte du ciel. Donc, il y avait des leçons pour ma mère importantes qu'elle n'a pas compris. Est-ce que je pouvais éviter ça? C'est hors de mon contrôle. Est-ce qu'elle aurait pu éviter ça? Si elle s'était écoutée, la Lune, son corps, probablement, elle aurait pris peut-être conscience de quelque chose quand l'éclipse aurait touché son soleil, puis éventuellement sur son ascendant, elle aurait pris d'autres initiatives. Elle aurait retrouvé peut-être sa liberté d'action. Or, c'est l'inverse qui s'est produit parce qu'elle n'avait pas travaillé sa relation avec son corps.
C'est quand même assez particulier. Je pensais pas qu'il pouvait avoir autant qu'on pouvait avoir autant une relation avec ce qui se passe au niveau céleste. Mais quand je vous écoute puis que je vois que il y a des événements ou des comportements qui sont impactés selon l'alignement, tout ça, c'est quelque chose qui vraiment ça apporte une connaissance. Moi, je suis très content de pouvoir bénéficier de cet échange parce que je- moi, le seul lien que je voyais avant par rapport au ciel, c'était par rapport à la prière, plus. Mais là, avec vos explications, puis ce que vous dites, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Euh, c'est toujours, euh, c'est toujours quelque chose de mystérieux qui pousse à vouloir en savoir plus. Ouais. Mais c'est sûr que l'astrologie médicale, c'est pas là-dessus où la majorité des écoles euh, qui enseignent l'astrologie vont de moins. À une époque, à la Renaissance, c'était quelque chose de très important parce qu'à l'époque, l'astrologie et la médecine allaient main dans la main. La division qui s'est produite, c'est beaucoup plus tard. Mais au départ, l'astrologie et la médecine allaient ensemble. On parlait des humeurs, par exemple, le tempérament bilieux, le tempérament euh, colérique, le tempérament, et c'était basé sur où se trouvent les positions des planètes, la force des planètes, le tempérament flegmatique, et ainsi de suite. C'était basé sur les, les, euh, les écrits d'Hippocrate. Et, euh, et à un moment donné, il y a eu un schisme. Euh, on l'étudie seulement de façon par curiosité. Mais moi, je m'aventure très peu sur ce terrain-là au niveau de la santé, à moins que quelqu'un me dise quelque chose de très spécifique qui a été diagnostiqué, qu'il y a vraiment quelque chose, pour voir si c'est une empathie avec sa carte du ciel. Mais sinon, dans mes consultations, c'est très rare que je mette l'accent là-dessus. C'est pas non plus quelque chose. Il n'y a aucune école qui va sanctionner ça parce qu'on a des médecins, on a une science maintenant. Euh, mais étrangement, quand les gens ont certains diagnostics, on peut voir des empathies avec leur carte du ciel. J'ai une dame qui est venue me consulter à un moment donné récemment et elle était face à un dilemme. Elle devait choisir si elle allait faire un don d'un de ses reins à une personne dans son entourage et elle ne savait pas si elle pouvait ou pas lui donner ce rein-là. Les reins sont généralement reliés à la planète Vénus ou au signe de la balance. Et cette dame-là avait la planète Jupiter à sa naissance dans le signe de la balance, dans le secteur des partenariats. Donc, quand elle est arrivée pour me poser la question, est-ce que je devrais ou pas donner mon rein, et que je pouvais voir que Jupiter était dans le secteur des relations, dans le signe de la balance, il y avait effectivement un sens à ce qui se passait dans sa vie. Là, je vais vous faire une lecture de deux rapports. Peut-être ça va revenir avec certains points que vous avez parlé. Peut-être qu'il y a des données là-dedans que vous avez déjà entendues. Mais c'est pour avoir votre avis. Donc, le premier rapport vient du cabinet d'études Ibis World. J'ai pas trouvé de données par rapport au Québec ou au Canada spécifiquement. Donc, j'ai été avec nos voisins, les Américains. Ça dit que les Américains dépensent 2,2 milliards par année en services mystiques. Donc, comme que ce soit l'astrologie, les lectures de cartes, le tarot ou les applications d'astrologie sur téléphone intelligent. Et on dit que les revenus des applications d'astrologie ont atteint près de 40 millions de dollars en 2019,
c'est une augmentation de 64% par rapport à l'année précédente. Ça, c'est une donnée de 2019 parce que je n'avais pas vu pour 2023. Et là, par rapport au deuxième rapport, qui est de Allied Market Research, là, on parle par rapport à différents types de consommation. Là, on dit que ceux qui utilisent le plus, en fait, qui sont le plus curieux par rapport à l'astrologie, c'est les milléniaux, comme vous en avez parlé un peu plus tôt. Ils regardent surtout, ils s'informent surtout en ligne sur Internet. Et on dit que l'industrie mondiale de l'astrologie était évaluée à 12,8 milliards de dollars en 2021 et ça devrait atteindre 22,8 milliards d'ici 2031. On peut le voir d'un point de vue simplement du fait qu'on est de plus en plus individualisé. L'astrologie, une des bases de l'astrologie, c'est que nous sommes uniques, distincts, et ça renforce cette espèce de mouvement vers l'hyper-individualisation, être maître de son destin. Et une des bases de l'astrologie, c'est qu'effectivement, ton destin, il est dans ta carte du ciel, il est dans ta composition personnelle, astrale, et c'est une façon de s'approprier son propre destin, dans le fond. Et ça va dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut le comprendre d'un point de vue des mouvements planétaires? Parce qu'à un moment donné, l'astrologie est tombée dans l'oubli. C'était comme une connaissance qui était plutôt occulte. Ça faisait partie des sciences dites occultes. Ouais, ouais. Là, c'est rendu, pouf, c'est plus occulte, là, c'est partout. Avant, on était initié à l'astrologie. Là, tout le monde en sait un peu quelque chose. Dans les dernières années, les dernières décennies, on a eu beaucoup de mouvements de planètes qui sont généralement attribués à l'astrologie, dont Uranus, qui a bougé dans les signes collectifs. Donc, les signes collectifs, on retrouve le Verseau et on retrouve le signe du Poisson. Et quand les planètes dites collectives, qui représentent des besoins collectifs, bougent dans des signes qui touchent à la collectivité, on peut voir une symétrie, si tu veux, entre des sujets qui émergent dans la conscience collective et qui deviennent plus acceptables au niveau de la collectivité. Et bon, Uranus a traversé le signe du Verseau, ensuite il a suivi dans le signe du Poisson. À sa suite, on a eu Neptune dans le signe du Verseau, et ensuite, maintenant, il est dans le signe de l'une des caractéristiques du signe du Poisson, c'est la mysticité. Donc, l'engouement pour tout ce qui est spirituel depuis quelques années, c'est dû en partie à ce retour de Neptune dans le signe du Poisson. Est-ce que ça va changer? Ça se peut très bien parce qu'on voit aussi les modes à travers les mouvements planétaires. On peut voir les thématiques qui vont émerger. Dans l'art, surtout dans le cinéma, par exemple, les artistes peuvent voir venir où on s'en va collectivement, puis les planètes reflètent où on s'en va collectivement. Puis on peut le voir, par exemple, les films qui sont sortis dans les dernières années ont une thématique aquatique. Par exemple, The Shape of Water, qui a été oscarisé. C'est carrément en sympathie avec la thématique de Neptune dans le signe du Poisson. La thématique de la fluidité des genres. On est tous le besoin de non différencier les gens. C'est une thématique très Poisson. Donc, est-ce que ça va changer? Ben, quand Neptune va bouger dans le signe du Bélier, on va peut-être être moins porté vers l'esprit de corps et plus vers moi, centré sur l'individu, moins sur le collectif. Mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements vers l'unification, mais on bouge de plus en plus moins vers l'unification.
Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez peut-être que, je sais pas si on pourrait dire, pas pour dire que le monde est de plus en plus malade, mais est-ce que les gens sont un peu plus en crise, puis ils veulent à tout prix trouver des réponses à travers l'astrologie? Est-ce qu'on est de plus en plus anxieux et L'être humain, comme je le disais tout à l'heure, a toujours été en quête de sens. Et comme de moins en moins les gens se tournent vers des religions établies, il y a un vide. Ce vide doit être comblé d'une manière ou d'une autre. Mon Dieu, j'oublie son nom, mais un des pionniers de la psychologie transpersonnelle, euh, Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui est un survivant de l'Holocauste, avait fait une étude des personnes qui avaient survécu et leur avait posé la question, qu'est-ce qui a fait que tu as enduré tout ça? Et il s'est rendu compte que chacun avait une croyance qui faisait qui les ont aidés à passer au travers de tout ce qu'ils ont vécu et que c'était un besoin fondamental chez l'être humain. Et donc, dans les dernières années, on sait, il y a de plus en plus, l'être humain prend de plus en plus conscience de sa fragilité. Les écosystèmes sont déréglés. Il y a une fragmentation au niveau de la collectivité de plus en plus. Euh, euh, il y a un recul vers les religions traditionnelles. On a vécu la pandémie. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui sont venus me consulter les 2 dernières années, ils étaient dans un état que j'ai jamais vu auparavant. C'était plus simplement des questions comme est-ce que je vais gagner à la loto ou des trucs comme ça. On était dans des questions plus profondes. Euh, euh, et on sait aussi que les services sociaux ne sont pas suffisants. On manque de psychologues, on manque de personnes dans, euh, dans le domaine justement de la santé mentale. Et effectivement, ça peut combler un certain besoin, euh, un certain besoin, parce que c'est pas véritablement, ça compense pas pour un travail avec un psychologue, ça compense pas euh, pour un travail avec un psychanalyste, mais ça peut venir, ça peut être palliatif, ça peut être palliatif parce que c'est quand même une forme de thérapie, euh, parce que souvent les gens ont besoin de parler. Et quand tu commences et tout le monde a besoin de parler d'eux-mêmes. Alors, c'est une prémisse pour entrer en dialogue avec quelqu'un d'autre sur ce qui se passe dans sa vie. L'astrologie devient comme un tremplin pour ça. Donc, ça peut être dans certaines cultures mal vu d'aller consulter un psychologue parce qu'il y a une corrélation entre maladie mentale et consulter quelqu'un, un psychologue. Dans certaines cultures, non, tu n'as pas besoin d'un psychologue. Tu as juste besoin de l'amour de ta famille. Mais souvent, c'est la famille qui est la source du problème mental aussi. Tu comprends? Dans beaucoup, beaucoup de cultures, moi, dans ma pratique, c'est beaucoup d'immigrants qui viennent me voir, qui constatent que les croyances, les pensées familiales ou culturelles ne correspondent plus à leurs valeurs, ne correspondent plus. Ils commencent à s'individuer, à prendre conscience qu'ils sont distincts. Et ça peut être une source de crise, d'angoisse, de dire, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe mes liens avec tout le monde? Et ça plonge les gens dans la détresse. Mais ça peut être aussi autre chose, parce que ben, on vit beaucoup de choses au niveau du logement, le vieillissement. Euh, tout ça, et le lien qu'on a aussi avec la nature, de plus en plus on prend conscience qu'on n'est plus isolé, le changement climatique, on le vit de plus en plus, les feux de forêt, l'être humain a plus conscience de sa relation qu'auparavant avec l'extérieur, ce qui est extérieur, et ça crée une pression au niveau psychologique.
Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas, tu peux avoir tout l'avoir que tu veux dans ta vie, mais ça va pas mieux t'aider à vivre ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Et dans la dimension transpersonnelle, on a aussi une dimension écologique. On a différentes dimensions. Donc, on prend de plus en plus conscience de toutes ces dimensions qu'on a de nous-mêmes et ça crée une pression sur l'individu. Et donc, je le comprends. Je comprends qu'on se tourne vers l'astrologie, on se tourne vers les voyants, on se tourne vers... parce que les chemins traditionnels, souvent, sont limités dans leur capacité de répondre à certains besoins. Et là, je voulais savoir, est-ce qu'il y a peut-être des mythes ou des stéréotypes qui doivent être clarifiés? Est-ce qu'il y a des choses que vous entendez et puis que vous vous dites que ça fait pas trop de sens? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez peut-être apporter des éclaircissements, des choses que vous entendez qui peut-être vous dérangent un peu parce que les gens sont pas assez informés? Ouais, ben, comme pendant que tu me posais la question, je me rappelle quelqu'un qui m'avait téléphoné. euh, il avait vu mon annonce dans un journal local et il voulait que je jette un sort à sa femme pour qu'elle ne le quitte pas, pour qu'elle le suive dans son pays parce qu'elle voulait rester ici au Québec. Je ne suis pas sorcier. Un astrologue n'est pas sorcier, mais dans certains pays, il y a un amalgame entre astrologue, médium, clairvoyant, chaman. Souvent même, certains astrologues vont mélanger tout ça et ça crée cette espèce d'impression on est tous la même chose. Euh, Comme je disais, un astrologue, l'astrologie, c'est une étude. La médiumité, ça se développe aussi. Euh, Tout le monde a des dons d'intuition. Euh, L'intuition, c'est une des propriétés, une des fonctions psychologiques que tout être utilise. L'intuition était très puissante quand on était dans 45 000 ans Cro-Magnon parce que notre survie dépendait de notre intuition. On n'avait aucune connaissance intellectuelle, on se fiait à notre flair. On était en communion avec notre environnement pour survivre. On s'est détaché de plus en plus de la nature, de notre intuition avec le rationnel. Mais l'intuition, tout le monde a cette faculté, plus ou moins développée. Donc, quand quelqu'un me dit est-ce que je pourrais être, je sais pas moi, un intuitif, un voyant, ça se développe. Ça se développe. Tu n'as pas besoin d'être né avec un don particulier, c'est une faculté qu'on possède. La médiumité, c'est la capacité d'être un canal, de, de recevoir l'énergie d'une entité désincarnée et communiquer ce qu'elle ressent à travers... la personne devient comme un vecteur, mais c'est pas un astrologue. C'est pas un astrologue. Et souvent, c'est ça, c'est que les gens doivent être très clairs. Je me suis jamais affiché comme clairvoyant ou comme médium ou comme... Pour être très clair que ma base, c'est l'étude de la motion des planètes et de la corrélation avec les événements qui se produisent dans la vie de quelqu'un. Est-ce que j'ai une sensibilité? Oui. Elle est développée à travers les années. Est-ce qu'elle était déjà là, existante quand j'étais jeune? Oui. Mais je sépare les deux. Je sépare les deux. Si je fais une séance comme tarot, par exemple, un tarologue pur et dur, c'est pas un clairvoyant. C'est quelqu'un qui, à travers le symbolisme des cartes, va interpréter la qualité d'un moment. Donc, si tu me dis... Puis la preuve de ça, dans le fond, c'est que souvent, quand tu te fais tirer aux cartes, tu vas choisir les cartes. C'est pas la personne qui est tarologue qui va choisir les cartes. Elle va te dire, pointe-moi des cartes. Donc, qui fait la pige?
c'est le client. C'est le client. C'est son intuition qui choisit les cartes. Et le tarologue va interpréter, va traduire le sens des cartes pour le client, mais c'est le client qui fait le choix. Et ça passe comme une projection sur le tarologue. Mais le tarologue, c'est pas un clairvoyant. Il va dire, OK, ben, tu m'as choisi telle carte, telle carte, telle carte. On attribue tel sens à telle carte, telle carte, telle carte. Voici ce que ça voudrait dire. Est-ce que ça fait sens pour toi? Mais un clairvoyant n'a pas besoin des cartes. Il va s'installer devant toi, il va sentir ton énergie, puis il va dire, OK, voilà, ben moi, voici ce que je sens à travers tes ondes. Donc, une grande sensibilité, une grande réceptivité pour la clairvoyance. Donc, mais c'est pas de l'astrologie, puis c'est pas la lecture de cartes. C'est vraiment des disciplines distinctes. Et c'est important de le demander, de le dire. Souvent, les gens, c'est pour ça que j'ai toujours un appel d'introduction, un 20 minutes que j'ai avec les personnes pour clarifier ces choses-là, pour savoir, ben, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton besoin? Et en fonction des besoins de la personne, ben, je vais dire, ben, peut-être qu'on va voir dans ta carte du ciel, il me semble que c'est plus une lecture de ta carte du ciel que tu aurais de besoin, mais ça pourrait être le tarot pour essayer de comprendre où elle se dirige dans sa vie, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une séance de coaching parce que la personne sait déjà la source de sa... elle sait ce qu'elle veut, elle ne sait juste pas comment se rendre là, et on peut travailler en séance de coaching pour aller voir s'il y a un blocage quelque part à l'intérieur d'elle-même pour atteindre son objectif. Mais souvent, les gens me posent la question, est-ce que tu as un don? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est comme si une personne qui a un don naturel est supérieure à quelqu'un qui a étudié? La majorité des médiums qui sont les plus réputés ont étudié sous la guidance d'un maître ou d'un prof, parce que c'est comme un muscle. Tu dois le travailler. Tu ne peux pas juste arriver, boum, comme ça. Et aussi, ce qui est très important, c'est que l'intuition, si elle n'est pas bien reliée avec les autres fonctions psychologiques, elle peut te tromper. Donc, si tu as un traumatisme au niveau émotionnel, ton intuition va en être affectée. Tout est interrelié. Donc, tu vas, une journée, par exemple, où tu ne te sens pas bien physiquement, ça peut affecter ton intuition. Donc, c'est important de savoir ces choses-là parce que une des choses que une des personnes qui m'a beaucoup, avec laquelle j'ai travaillé, qui est au niveau de mon développement, au niveau du tarot, tu peux être très intuitif, clairvoyant, mais une journée, par exemple, où tu ne te sens pas bien, si tu sais bien lire les lames du tarot, tu peux quand même t'en tirer. Mais si tu te fies uniquement sur ton intuition et tu ne vas pas bien un jour parce que nous sommes humains, comme n'importe qui d'autre, tu risques de ne pas très bien lire la personne. Donc, il y a un côté peut-être plus objectif à travers la lecture de cartes que juste se fier à son intuition. Mais comme je le disais, l'exemple important avec le tirage de tarot, c'est la personne qui choisit les lames. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire qu'une partie d'elle sait déjà quelle carte piger. Elle voit les cartes même si euh, elles sont pas visibles, c'est-à-dire elles sont toujours retournées, donc elle les pointe, mais quelle partie de cette personne fait le pointage? C'est la dimension intuitive de cette personne. Donc, on est en collaboration. Les gens ne le voient pas, ne le réalisent pas, mais c'est une collaboration entre mon intuition et l'intuition de la personne. OK. Là, il y a quelque chose que j'ai lu. Bon, moi, ça m'a fait un peu sourire, mais c'est pas si drôle que ça, mais je vais vous le lire. C'est que en Chine, les signes zodiaques ont beaucoup d'importance et par rapport au China Youth Daily,
75% des gradués nouvellement embauchés ont été soit maltraités ou se sont fait refuser un emploi sur la base de leur signe zodiaque. Donc, il y en a qui, moi je trouve que ça va un petit peu à l'extrême, mais là-bas, le niveau d'importance du signe astrologique, selon les cultures, ça peut aller très loin quand même. J'aurais jamais pensé que ça pourrait empêcher quelqu'un de gagner sa vie. Ben, en Inde, c'est la même chose. Il n'y a personne qui va se marier si tu ne vas pas consulter un astrologue. C'est l'astrologue qui va dire si, dans le fond, oui, c'est un bon choix ou pas. Là, c'est là que l'aspect religieux cadre pas avec ce qu'est l'astrologie fondamentalement. Là, c'est dur pour moi de me prononcer parce qu'il y a un certain détachement au niveau de l'Occident. Puis ça vient aussi avec le côté plutôt la personne. La, la- Il y a du fondamentalisme dans tout. Et en Occident, on a plus une tendance à vouloir plus prendre ça comme de l'information supplémentaire, mais pas quelque chose sur lequel on s'appuie fondamentalement pour prendre un choix. Mais je sais qu'en France, par exemple, certaines personnes vont demander la date et l'heure de naissance de quelqu'un pour savoir est-ce que la personne a les caractéristiques pour occuper un emploi. Ça va loin dans certains milieux. Ça peut être discriminatoire. Je me fierais jamais à juste un profil psychologique basé sur l'astrologie pour engager ou pas quelqu'un. C'est un complément d'information qui va généralement confirmer l'intuition que tu vas avoir à travers l'entrevue que tu as passée avec quelqu'un. C'est un complément d'information, mais ça ne peut pas être ta seule source de référence. Ça ne peut pas être comme ça. Je veux dire, puis généralement, si t'es bien entraîné, tu fais une bonne entrevue, euh, tu vas le savoir tout de suite. Et ça se peut qu'un astrologue va confirmer ton choix. Et même si il y aurait incompatibilité, ben, il y a des formations. On peut former du monde aussi à développer des compétences. Il y a ça aussi. On n'est pas né avec tout. Il y a une chose importante que j'ai réalisée à travers le temps, c'est que le ciel nous donne un certain potentiel, certaines forces, il y a certaines caractéristiques qui ne nous appartiennent pas, mais ça ne veut pas dire parce qu'elles ne nous appartiennent pas à la naissance qu'on ne peut pas les développer au courant de notre vie parce que l'œuvre n'est pas terminée, n'est pas achevée à notre naissance. Le ciel cherche aussi à élargir notre potentiel. Là, maintenant, je ne sais pas si vous voulez partager peut-être un site où on peut en savoir sur vous, si vous faites des ateliers, des formations, si vous voulez partager les moyens de peut-être communiquer avec vous, vos réseaux sociaux. Oui, ben j'ai un site sur Instagram qui s'appelle Celestial. J'ai un chat dans la gorge. Pour l'instant, je ne donne pas de formation comme telle. J'ai l'intention d'éventuellement recommencer à enseigner l'astrologie pour le développement personnel. Donc, j'ai un site, une présence sur Instagram où je mets souvent des capsules d'informations sur l'astrologie, des points d'information sur la psychosynthèse comme telle. Mon site web officiel, c'est pour l'instant astrotarotperspective.com. Mes consultations se font par Internet. Je ne fais plus mes consultations maintenant en direct. Les gens souvent me posent la question, est-ce que ça fonctionne quand même à distance? Oui. Même le tarot, parce que tout est une question d'énergie. Donc, ça fonctionne. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour en savoir un peu plus sur l'astrologie, il y a l'excellent site de Astro The Ernst. C'est un site situé en Suisse
Et il y a des pages en français qui expliquent plus en profondeur toutes sortes de capsules sur l'astrologie tant traditionnelle que psychologique et ainsi de suite. OK, parfait. Bon, ben pour moi, ça fait pas mal le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre générosité sur le partage d'informations qu'on a eu le privilège d'entendre aujourd'hui. Moi, ça me permet d'en savoir davantage et d'être beaucoup plus ouvert d'esprit. Que vous aviez quelque chose que vous vouliez peut-être ajouter ou pour vous, c'est quoi? Prochainement, je vais créer ma page Facebook professionnelle. Le nom de mon site va basculer. Présentement, c'est astrologie, tarot et guidance psychospirituelle. Perspective, ça s'appelle. Mais ça va vraiment se transformer en perspective céleste et spirituelle. Le site est en train d'être revu. Et donc, ça va être un peu plus clair. Je vais continuer mes capsules. Les gens peuvent aussi s'abonner. Quand je vais faire des capsules d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans le ciel et ainsi de suite, ils peuvent me suivre en direct. Ah, excellent. C'était cela pour cet épisode. Continuez de suivre. Je mets toujours les informations sur le www.ladiscussionmedia.com. Pour tout ce qui est de l'entrevue qui vient d'être faite la journée même et pour les entrevues à venir, vous pouvez suivre les informations là-dessus. Sinon, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve au prochain épisode.